Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre rendez-vous mensuel. Maintenant, vous connaissez le principe par cœur. Pause parents, c'est 30 minutes sur une question parentalité et c'est maintenant. À mes côtés aujourd'hui, Nolwenn de Cauferré, pédiatre libérale à Rennes et présidente de l'association Tiliamou, la Maison des liens en breton, qui sera un futur institut de la parentalité et membre à part entière d'ores et déjà de la Fédération des praticiens de la parentalité. Bonjour Nolwenn, merci d'être avec nous. De quoi on va parler aujourd'hui? Bonjour à tous, déjà ravi d'être parmi vous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'accueil du nouveau-né, ce nouvel arrivant, et comment faire pour s'y préparer. D'accord, donc nous allons parler de l'arrivée de bébé, de tout ce qui entoure cet événement qui chamboule véritablement la vie d'un couple, d'un adulte, d'une famille. Lors d'une pause parents précédente, on avait déjà abordé l'accompagnement à la naissance et à la parentalité, mais aujourd'hui, on va vraiment faire un focus sur l'après. Alors, quand l'accouchement est imminent, comment on peut se préparer dans sa vie de parent? Comment on peut préparer cette phase après naissance? Finalement, est-ce qu'on peut anticiper certaines choses, se préparer comme pour une épreuve sportive, par exemple? L'arrivée d'un bébé, c'est souvent synonyme de joie, de bonheur. On voit bien dans la presse grand public, dans les magazines parents. Et pourtant, c'est un véritable chamboulement, une sorte de Vendée Globe, on pourrait dire, auquel se préparer. Se préparer au rythme, aux nuits, à ce qui nous attend en tant que futurs parents. Oui, c'est bien dans la tête, hein, mais quand le corps le vit réellement, quand on est vraiment confronté au problème, là, c'est une autre histoire. Il y a une foule de sentiments contradictoires, d'élan, de sentiments, de sensations qui traversent les parents. Ils s'attendaient vraiment à être chamboulés, à expérimenter beaucoup de choses, mais ils sont souvent désarmés face à ce bébé qui vit, qui bouge, qui réagit et de façon unique en fait. Ce bébé, lui, il va être tourné vers ses parents, il va les appeler, les rechercher par ses regards, ses bruits de bouche, mais aussi ses pleurs. Il montre en fait tout un ensemble de signaux pour que le parent il aille vers lui. Il est programmé en fait le bébé pour cela, pour s'attacher à un adulte, parce qu'il ne peut pas vivre tout seul. Mmh. D'ailleurs, on entend beaucoup de parents qui disent on ne nous avait pas prévenu, même si on en a parlé auparavant, c'est souvent ce qu'on entend. Et c'est vrai qu'entre les informations qu'on reçoit avant et le vécu même, il y a souvent un décalage. Et d'ailleurs, un point particulièrement difficile à gérer chez le nourrisson, c'est quand même les pleurs, hein. Ça met le parent à rude épreuve. Oui, c'est vrai que les pleurs sont vraiment souvent mal vécus par les parents. Or, en fait, ces pleurs, ils sont vraiment utiles pour la survie du bébé, en fait. Ils alertent l'adulte qui va aller alors vers le bébé, car lui seul, le bébé, il ne peut pas se déplacer. C'est l'adulte qui va aller prendre soin du bébé, mais le bébé, lui tout seul, au départ, en tous les cas, il ne peut pas aller vers l'adulte. Et puis, les larmes, elles servent aussi à libérer les toxines du stress. Donc, elles sont vraiment utiles. Alors là, je dis pas qu'il faut laisser pleurer les bébés, évidemment. Il faut être capable de les accompagner, d'accompagner les pleurs, de pouvoir les bercer, les porter, accueillir leurs pleurs. Je vais rester avec toi, tu peux pleurer, tu es en sécurité, pleure si tu veux, je suis là. Alors, c'est facile à dire, mais en pratique, les pleurs sont restés un peu sur le mode survie des temps préhistoriques, en fait. Et donc, c'est des seuils de décibels qui atteignent des fois 80 décibels. Et 80 décibels, c'est le seuil de la douleur. Donc, pas facile. Ah oui, oui, quand même. On comprend mieux pourquoi ça irrite autant, et pourquoi c'est si difficile à supporter, surtout quand ça dure. Qu'est-ce qu'on peut faire alors quand on est face à une crise comme ça de pleurs, quand on n'en peut plus, quand on est à bout? Alors, peut-être déjà pouvoir envisager pendant la grossesse un plan B, un plan de secours, même en pleine nuit. Est-ce que le futur papa sera là? Est-ce qu'il sera disponible? Est-ce qu'il ne travaille pas le lendemain, par exemple, avec des horaires difficiles? Ou est-ce qu'il y a une grand-mère qui peut être présente en cas de ras-le-bol, entre guillemets, des pleurs? Une amie, la fratrie. Et si ces personnes ressources ne sont pas disponibles, qu'est-ce que je peux faire moi? Quelles sont mes ressources à moi? Comme je le dis souvent, on peut envisager 3 choses qui font du bien, même en pleine nuit, en posant bébé en toute sécurité. Voilà, c'est pas parce qu'il pleure qu'il va faire 30 ans de psychanalyse. Et moi, ce serait du coup 3 choses: une douche, un thé, puis un bout de chocolat, par exemple. Mmh. Oui, il faut vraiment faire une pause, un petit break, quoi. Quand on n'en peut vraiment plus et qu'on est tout seul, il ne faut pas hésiter à faire un break. Et ce bébé, quand il arrive, bah, lui, il doit faire face à beaucoup de nouveautés, j'imagine, par rapport à sa vie intra-utérine?
Oui, le bébé, en fait, il vient vraiment d'une autre planète, d'un autre monde, et son fil conducteur entre la vie fœtale et le monde en fait qui s'offre à lui, ben, il ne le connaît pas, il est vraiment inconnu pour ce bébé, et ce sont souvent les parents le fil conducteur. Alors, il connaît déjà leur voix, leurs odeurs, leur goût même, hein. Il peut lécher le colostrum, par exemple, qui a le même goût que le liquide amniotique. Il connaît également le mouvement des parents parce que, par exemple, une maman qui va faire de la musique classique, qui serait musicienne classique, ne va pas avoir les mêmes mouvements qu'une maman qui fait de la musique rock, par exemple. Mais beaucoup de choses sont inconnues pour le bébé. Par exemple, la pesanteur, les bruits extérieurs qui ne sont plus atténués, les odeurs, l'air dans ses poumons, les mouvements de son tube digestif, par exemple. Tu peux nous dire ce que c'est le colostrum? Ah oui, le colostrum, c'est le premier lait en fait que la maman commence à fabriquer les premiers jours. Et donc, qui est une vraie bombe immunitaire qui est en petite quantité, mais qui est très importante pour le bébé. Et c'est vraiment un fil conducteur entre l'avant et l'après, puisque le bébé l'a déjà expérimenté en avalant le liquide amniotique. D'accord. Donc, on comprend bien que nous, adultes, on est désorientés à l'arrivée de bébé, mais que lui aussi, il est chamboulé par son arrivée sur Terre. Il doit s'habituer à de nouveaux repères. Alors, comment est-ce qu'on peut faire en tant qu'adulte, en tant que parent, dans cette épreuve? Comment on peut l'accompagner alors que soi-même, on est parfois épuisé et un peu perdu? De quoi il a besoin, cet enfant? En fait, ce bébé, il a besoin de repères, de sécurité. Alors souvent, ce sont les parents les premiers repères, la maman dans un premier temps, parce qu'elle vient d'accoucher, forcément, elle est là, elle est tout près de son bébé. Et puis, il y a aussi le papa qui, surtout depuis cet été, a un congé en fait paternité qui s'est rallongé, qui est quasi d'un mois. Mais les parents aussi, ils ont besoin de soutien, en fait, de sécurité, d'ancrage, d'un véritable cocon dans ce grand chambardement qu'ils sont en train de vivre. Il leur faut du temps en plus pour apprivoiser ce bébé parce que c'est pas du tac au tac. On a l'impression qu'on va devenir parent en quelques secondes, mais non, il faut vraiment du temps pour apprivoiser ce nouveau rythme. La maman, elle a souvent besoin en fait d'être entourée, d'être rassurée, d'être même lovée, contenue. Le papa joue souvent ce rôle, mais ça peut être aussi une maman, une sœur, une amie. On voit que la maman, elle a besoin d'un véritable havre de sécurité comme son bébé. Elle a même souvent besoin de s'entourer de figures féminines soutenantes. Il y a même des traditions, en fait, des cultures où la femme, pendant un mois, elle ne va pas sortir et puis elle va être choyée, elle va être nourrie, on va lui apporter de la nourriture, elle va être massée et elle va être entièrement consacrée à son bébé, en fait, en Chine notamment. Oui. C'est vrai que dans notre culture, on est de plus en plus seuls aussi. Il y a beaucoup de parents qui se sentent isolés à l'arrivée du bébé. Alors, on parle beaucoup de la maman qui a ce besoin d'être rassurée, cocoonée, mais le papa aussi, on en parle moins en général, mais il a lui aussi sûrement besoin d'être sécurisé. Oui, tout à fait. Le papa, il a aussi besoin d'être soutenu, d'être entouré. Il n'a pas vécu en fait tous les changements de la grossesse, les changements corporels. Il n'a pas porté le bébé. Il n'a pas vécu tous les rendez-vous médicaux, les échographies, même s'il peut participer évidemment, hein. Et souvent, on ne lui pose pas la question, notamment sur les rendez-vous médicaux, de son ressenti à lui en tant que papa. Est-ce qu'on lui a demandé lui comment il allait, comment il vivait la grossesse? Est-ce qu'il trouve sa place? Comment il a envisagé l'arrivée de ce futur bébé? L'idée, c'est vraiment d'ancrer les parents et de créer un véritable cercle de sécurité autour de ses parents et de leur bébé. C'est quoi, Nolwenn, un cercle de sécurité? Comment on fait pour le mettre en place? Alors, un cercle de sécurité, on prend souvent l'image en fait des poupées gigognes ou des poupées russes qui s'emboîtent. Oui. La maman va être tournée vers son bébé, va le sécuriser. Le papa, lui, va sécuriser sa femme. Et puis l'entourage, les amis, pourquoi pas les soignants vont sécuriser les parents. Et si on va plus loin, autour, il y a aussi le village, la communauté qui va sécuriser l'entourage. Et puis la société qui peut sécuriser ou non les soignants. D'ailleurs, en ce moment, ils ne sont moins sécurisés, les soignants. Bon, ça, c'est une autre histoire. Vaste sujet. C'est un autre sujet sur une prochaine pause Vaste parents, mais sujet non, en ce tout n'est pas, cas, oui. c'est pas le sujet des pauses parents.
Ça pourrait être une pause soignant. Comment le couple peut imaginer en fait ce cercle de sécurité comment, qui pourrait jouer ce rôle sécurisant pour ses futurs parents? Des amis, ça on peut déjà l'envisager avant, la famille, des professionnels. Y penser en amont, bah, c'est déjà se projeter dans l'après. Et pourquoi pas faire une liste déjà. Ça pourrait être intéressant déjà de faire une liste pour se projeter tout simplement dans l'après. D'accord, donc si je comprends bien, en fait, on fait une liste des personnes qui pourraient éventuellement nous entourer, venir nous soutenir dans cette phase de l'après. Mais est-ce qu'on les contacte d'ores et déjà pendant le congé maternité, par exemple? Ou est-ce qu'on fait juste la liste et puis on attend de voir après? Alors, comme on disait, Anne-Sophie, on peut déjà y penser, effectivement, faire une liste et puis en parler en amont, parce qu'une fois que le bébé est là, ben, on est pris dans tout un tas de tourbillons, dans d'autres choses et on n'a plus le temps, plus l'esprit à y penser. Et en parler autour de soi, c'est aussi en parler aux personnes à qui on a pensé et vraiment leur demander des choses concrètes. Est-ce qu'elles sont OK pour jouer ce rôle déjà sécurisant et vérifier avec elles ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles se sentent capables de faire, quel temps elles ont, par exemple, tout simplement. Euh, et puis également, voir les personnes qui vont être ocytociques, c'est-à-dire qui vont pouvoir procurer de l'ocytocine, qui est l'hormone, on entend de plus en plus parler, du bien-être, de l'amour, du soutien. Et puis, éventuellement, les personnes qui vont donner des conseils, mais qu'on aura simplement demandé. Parce que les conseils qu'on n'a pas cherchés, qu'on n'a pas... qu'on ne veut pas, souvent ils ne sont pas tout à fait appropriés. Et on sait bien que quand un bébé naît, eh ben, tout le monde a sa petite idée sur comment il faudrait faire pour qu'il dorme, pour qu'il mange, pour qu'il ne pleure pas, etc., etc. Et finalement, les meilleurs conseils, c'est quand même ceux qu'on a demandé. Puis on sait bien qu'en fait, chaque parent a déjà plein de ressources en lui. Il faut juste prendre le temps, que chaque parent prenne le temps en fait de les écouter, de ressentir en fait toutes ses compétences, ses ressources, et puis qu'il se fasse confiance, qu'on lui laisse se faire confiance. Mmh. C'est vrai que quand on devient parent, hein, on reçoit beaucoup, beaucoup de conseils de toutes parts. Parfois des conseils contradictoires d'ailleurs, hein, et qui sont pas forcément très bienvenus ou très bien amenés. Ça peut être mal vécu. Et puis, je trouve que c'est intéressant ton idée de préparer en amont et d'interroger un peu ses besoins, parce que c'est vrai que après l'arrivée de bébé, souvent, on ne sait plus trop, on est tellement pris dans ce tourbillon qu'on ne sait plus trop ce dont on a besoin. Donc, de se raccrocher comme ça à une liste avec des gens qui peuvent nous soutenir, de notre entourage qui peuvent nous soutenir, c'est vraiment intéressant. Alors, on peut leur demander des choses très concrètes. Est-ce que tu as des exemples, toi, de choses concrètes qu'on pourrait demander à cet entourage? Oui, par exemple, une femme va pouvoir dire, bah, moi, j'aurais besoin de marcher 15 minutes par jour. Mmh. Une autre pourra dire, bah, moi, j'ai besoin de prendre un bain de temps en temps. Un papa, ce sera plutôt de faire du sport. Une autre maman, ce sera, bah, est-ce que quelqu'un serait disponible pour s'occuper des aînés le temps d'une petite balade? Un autre papa, ce sera peut-être juste le temps d'une douche. Euh, Pourquoi pas concrètement déjà établir des choses pendant la grossesse, une sorte de planning, mais vraiment concret, avec des temps de pause pour la maman, pour le papa, puis des temps à deux aussi, quand les parents sont prêts. Hein. C'est pas forcément tout de suite. Ça peut être par exemple mardi 17h à 17h30. Est-ce que la maman de la future maman est disponible pour s'occuper du bébé? Un autre exemple, mercredi, Géraldine, une copine de la maman, est-ce qu'elle a le temps d'être là parce que le papa a un cours de basket, a du basket pour soutenir la maman? Parce que sur les temps du soir, on sait que les pleurs sont vraiment très fréquents. Et donc, ça peut être soutenant pour la maman d'avoir un petit relais, une petite copine qui lui prépare un petit thé, voire qui porte un petit peu le bébé pendant qu'il pleure. Parce qu'on sait que ces pleurs, ils sont vraiment fréquents, voire quasi inévitables, et ils sont vraiment à leur maximum, à leur paroxysme aux 2 mois du bébé. Et donc, partager ce caregiving, là, le prendre soin du bébé, ça peut vraiment être soutenant pour les parents. Un autre exemple, par exemple, jeudi soir et vendredi soir, est-ce que la voisine, elle est OK de récupérer les aînés pendant 2 mois, voire plus? Samedi, est-ce que la sœur du papa serait d'accord de venir le temps que papa et maman mangent un petit bout de pizza, et puis comme ça, au moins, on sait qu'elle est chaude jusqu'au bout, jusqu'à la fin du repas. Voire plus, est-ce que sur un petit temps de sieste, elle serait là, OK, sur une petite demi-heure, 1 heure? Et voilà, etc., etc. Vraiment des choses Ouais. concrètes qu'on demande en amont.
D'accord, oui, c'est vrai que c'est important et d'ailleurs, beaucoup de parents font des listes de naissance un peu matérielles, mais finalement, si je m'appuie sur ce que tu viens de me dire avec ces exemples concrets, on pourrait éventuellement y mettre des choses un peu différentes, des temps, justement des temps de couple, des activités, pour le papa, la maman, des heures de garde et cetera? Oui, tout à fait, oui, parce que finalement, les cadeaux, tels les doudous, les protège carnets de santé, on en a plein, on en a des cinquantaines. Mais est-ce que ça aide vraiment au quotidien? Non, il faut vraiment plutôt voir le besoin de la femme, de l'homme en postpartum et envisager ces besoins-là, y réfléchir parce qu'on n'a pas tous les mêmes besoins, on n'a pas tous les mêmes envies au même moment, notamment hommes-femmes, et les envisager avant que le bébé soit là. En discuter aussi au sein du couple. Ça permet de mieux vivre les premières semaines avec bébé et éviter des fois certaines disputes. On dit toujours que c'est un moment rose, idéal quand on vient d'avoir un bébé. Ben, on sait que c'est un moment où il y a des fortes tensions dans le couple, on se dispute beaucoup. Et il y a beaucoup de séparations de couple de plus en plus, très précocement quand le bébé vient d'arriver. Donc, en discuter en amont, ça peut vraiment être une aide. Et puis, on peut me revient aussi en tête là, des idées, par exemple, de cadeaux un petit peu maison, des chèques cadeaux, par exemple, qui sont téléchargeables sur Internet, bon pour une heure de ménage, bon pour une heure avec l'aîné, un petit repas tout chaud. Pourquoi pas également créer un petit groupe WhatsApp de voisinage avec un petit planning de qui va chercher les enfants à l'école, si les mamans ont des aînés, et puis envisager un tour de marmite. Ça, c'est une amie qui m'en avait parlé et qui m'avait dit sur Paris, voilà les mamans reçoivent des petits plats tout préparés sans que l'amie sonne à la porte. Hein, juste, elle met ça devant la porte et régulièrement, tous les soirs, il y a quelqu'un qui se relaie pendant 15 jours là, pour apporter un petit plat tout chaud au couple. Oui, donc se renseigner sur ce qui existe peut-être déjà ou créer soi-même finalement, un groupe pour, pouvoir s'entraider comme ça. Oui, Alors on essaie de s'organiser en imaginant un petit peu, l'un l'autre dans le couple, ce dont on aurait besoin, pour cet après. Mais comme on le disait tout à l'heure, des fois il y a un petit décalage entre, l'avant, l'après et puis j'imagine au fur et à mesure des semaines, les besoins et les envies ne sont pas forcément les mêmes, perdurent pas forcément dans le temps. Comment on fait pour s'adapter bah, à ces effectivement, changements? effectivement, les besoins du bébé et puis de ses parents évoluent au fur et à mesure dans le temps. On peut avoir besoin de quelque chose pendant une semaine, que quelqu'un, par exemple, vienne s'occuper des grands pendant les pics de croissance. Les pics de croissance, c'est des moments où le bébé va beaucoup réclamer pendant 3, 4 jours. Il va énormément demander à boire, que ce soit au sein ou au biberon. Il a des besoins plus intenses, en fait. Donc là, ça peut être un besoin les premiers temps que quelqu'un vienne sur ces périodes-là s'occuper de l'aîné. Et puis après, les semaines suivantes, peut-être qu'on aura plus besoin que quelqu'un soit là pour s'occuper du bébé parce qu'on a envie de retrouver des temps vrais avec l'aîné, des temps un petit peu fusionnels avec un espace un peu apaisé et serein avec l'aîné. Et puis ça, c'est vraiment variable en fonction des parents et en fonction des couples. Et puis ça va varier. Des fois, d'une semaine à l'autre, ça va changer. Le style va repartir ou pas. Enfin, c'est vraiment variable. Les premiers mois, pour soulager une maman, on peut aussi l'aider à prendre soin de son environnement pour préserver sa bulle autour de son bébé. Et puis, parfois, bah, quand les semaines passent et que le mode de garde arrive, les parents vont avoir plutôt envie de sécuriser ce mode de garde et les choix qui vont être faits autour de ce mode de garde avec un respect en fait de ce qu'ils ont envie. Par exemple, certains vont utiliser les couches lavables, ou ont envisagé l'allaitement, la poursuite de l'allaitement sur le lieu de garde et vont avoir envie d'être sécurisés, que tout se passe au mieux pour le bébé et qu'il n'y ait pas des changements trop importants entre ce que eux souhaitent et ce que propose la personne qui garde le bébé. Mmh. Et Ouais, donc c'est ça, vrai c'est que vraiment important d'en discuter. ouais, d'en discuter en amont et de l'adapter au fur et à mesure finalement. Mm. Alors souvent quand on lit des choses sur internet, dans les magazines, on parle de préparation, plutôt sur un volet matériel, hein, il y a tout un tas de listes de matériel à acheter, à prévoir et cetera. Parfois on est, noyé, on ne sait même plus quoi choisir. Or depuis le début de notre discussion, tu as pas du tout évoqué, ce côté-là. Tu parles surtout de soutien, humain, si je puis dire? Oui, tout à fait, parce que finalement,
le côté préparation matérielle n'a pas beaucoup de place. On est vraiment des êtres de relation. On a besoin, en tant qu'adulte, de relations. On l'a bien vu avec la période du Covid et on le voit encore. Mais les enfants, les bébés, c'est exactement pareil. Ils se construisent au travers des relations. Et donc, finalement, le bébé, il n'a pas besoin de grand-chose, à part un petit coin pour dormir, des vêtements. Il a surtout besoin, en fait, de sécurité. Il a besoin de contact, il a besoin de ses parents. Et puis, il a besoin de chaleur, de portage. C'est comme le dit Boris Cyrulnik, il a besoin d'une niche sensorielle, en fait. Et donc, tout le côté puériculture, finalement, beaucoup de choses qui sont vendues dans les magasins de puériculture ne sont presque pas utiles dans nos sociétés. Là, on voit bien que l'enfant, il est bombardé de tout un tas de stimulations sensorielles, aussi bien visuelles, auditives, etc. Il y a beaucoup de jouets sonores, il y a beaucoup de couleurs sur les jouets pour les enfants. Or, en fait, le bébé, lui, il est câblé pour apprivoiser, appréhender une chose par une chose, une stimulation par une stimulation. En plus, ça peut l'insécuriser d'avoir ce bombardement sensoriel. Il n'est pas encore capable de traiter toutes les informations en même temps, en fait. Un exemple, quand on se balade avec un bébé dans un supermarché, lui, il va être soumis à tout un tas de choses, en fait. Il va avoir à la fois des images visuelles, les néons, les couleurs des différents produits dans les rayons du supermarché, les écrans publicitaires de plus en plus, et puis les odeurs qui sont différentes, les annonces publicitaires, le bruit des gens, etc., etc. Et donc, son petit réservoir de stress, au fur et à mesure de la balade, entre guillemets, dans le supermarché, il commence à être complètement saturé et à son comble. Et donc, lui, il va tenter de vider son petit réservoir pour retrouver un état de sécurité. Donc, il va demander beaucoup de réassurance avec en général, quand on revient du supermarché, donc le soir, des demandes très intenses, des besoins de contact, de bercement, de proximité. Et puis, ça peut aussi passer par les pleurs parce que son réservoir a été trop saturé et donc il n'est pas capable de faire autre chose que de pleurer pour vider son petit réservoir de stress. Et donc là, on voit bien que, en plus, souvent, quand on revient du supermarché, nous, en tant que parents, on est un petit peu fatigués, nous-mêmes, parce qu'on a été saturés de stimulation. Donc, on voit bien là la nécessaire disponibilité des parents pour accueillir tout ce que le bébé va amener le soir. Et en plus, il faut être non seulement disponible physiquement, mais aussi psychiquement. Donc, c'est vraiment difficile. C'est vraiment un travail à plein temps. Et donc, on a vraiment besoin d'être soutenu, d'être aidé en tant que parent et d'aménager, d'envisager, de créer comme un village autour du bébé et de ses parents. Un bébé, c'est vraiment, vraiment, vraiment l'affaire de tous, de la communauté, de l'entourage et de la société. Ce que tu dis, Nolwenn, ça rejoint un petit peu ce qui est dit par rapport à tout ce qu'on entend autour des 1000 jours, à ce qu'on entend aussi très souvent à l'Institut de la parentalité en lien avec la théorie de l'attachement. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce besoin de sécurité auprès de l'adulte pour que lui, il puisse sécuriser son enfant et qu'il y ait un lien d'attachement de qualité qui se crée. Oui, tout à fait. Et j'irais même plus loin, puisque quand le lien d'attachement va se créer, on pourrait dire, bah oui, l'enfant, après, si on le porte trop, si on le sécurise trop, si on s'en occupe trop, il va devenir capricieux. Non, bien au contraire, parce qu'on sait que si son système d'attachement est désactivé et qu'il a créé un lien sécure, son petit système exploratoire, il va être encore plus actif et il va encore plus aller explorer et il va aller plus vers les autres. Et donc, voilà, il va être encore plus compétent et il va encore être plus en capacité de se détacher du parent pour aller explorer l'extérieur. Donc, de ne pas hésiter, au contraire, à prendre le bébé, à s'en occuper, à favoriser cette proximité-là dont il a besoin tout petit. Tout à fait. Il n'y a pas de caprice. Un bébé n'est pas capricieux. Et puis, son petit cerveau n'est pas encore mature pour imaginer pleurer pour embêter le parent à 4 heures du matin. Non, il n'est pas du tout programmé pour ça, le bébé. Quand tu parlais du supermarché, on voit souvent des bébés qui s'endorment d'ailleurs au supermarché face à ce trop-plein de stimulation. Alors que c'est très bruyant, très, très lumineux, etc. Et au contraire, on en voit beaucoup qui finissent par tout couper finalement et à s'endormir. Et on pourrait dire, ça va, ils le vivent bien. Mais non, en fait, ils ont désactivé
leur petit système survie en quelque sorte, et ils se seront mis en mode pause et en mode hibernation pour se protéger. Donc, c'est vraiment important de respecter le rythme de ce bébé, même si c'est pas facile et qu'il faut s'entourer justement pour arriver à réaliser ce Vendée Globe. Donc, on peut se préparer à l'arrivée de bébé. Au contraire, c'est même préconisé. Ça permet de favoriser aussi les échanges au sein du couple, avec la famille, d'identifier un petit peu ses besoins avant pour ne pas être trop submergé pour l'après. Pour être sécurisé aussi en tant qu'adulte, même si c'est normal qu'on soit chamboulé par l'arrivée du bébé. On est d'accord, c'est normal, Nolwenn? Oui, tout à fait. Malgré tout ce qu'on peut anticiper. On aura beau essayer d'anticiper, de toute façon, ce sera encore différent de ce qu'on aura imaginé. Mais au moins, on aura un petit peu réfléchi en amont. Nolwenn, merci beaucoup, beaucoup pour toutes ces informations. Merci. Écoute, je vais mettre en pratique tous ces bons conseils puisque je serai en congé maternité à la fin du mois. Pour les 5 prochaines pauses par an, vous serez donc en compagnie d'un autre professionnel de la Fédération des praticiens de la parentalité. Mais en attendant, vous pouvez retrouver tous les conseils de Nolwenn en replay dans la rubrique ressources pauses par an de notre site internet www.institut-parentalité.fr. Pour vous, amis bretons, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec les professionnels de l'équipe de Tiliamou qui sauront vous accompagner dans votre parentalité. Alors, leur numéro, c'est celui qui s'affiche en bas de votre écran. Et je vous rappelle également que les équipes d'experts des instituts de la parentalité de Bordeaux-Floirac et de Paris-Sénart peuvent vous recevoir également sur rendez-vous. Pour cela, il vous suffit également d'appeler le numéro qui s'affiche en bas de votre écran. Je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Nolwenn, encore un grand merci de ta disponibilité. Merci à toi et prends soin de toi. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.